Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice qui comblera les amoureux de danse aujourd'hui puisque je suis allée à la rencontre de l'artiste chorégraphique Sarah Balzinger dans le cadre de la résidence de création de sa dernière pièce, Vénus anatomique. Vous saurez tout sur la démarche de celle qui aime se jouer du désordre. Au programme également une magnifique exposition du pape du street art, Jacques Villeglé, dont vous allez découvrir l'alphabet socio-politique au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Vous ferez également connaissance avec Édouard et son nouveau projet musical de mood art pop, tout cela sans oublier la sélection littéraire de la librairie Autour du Monde. Ne vous reste plus qu'à ouvrir la boîte à malice, bienvenue! Et pour commencer, poussons tout de suite les portes du château de Courcelles de Montigny-lès-Metz qui accueille la première exposition rétrospective de Jacques Villeglé depuis son décès le 6 juin 2022 à l'âge de 96 ans. Le peintre et plasticien Jacques Villeglé, que l'on connaît bien pour son travail autour des affiches lacérées, travail qui en fait l'un des pionniers de l'art urbain, mais c'est tout un pan de son travail, un autre pan de son travail qui se dévoile aujourd'hui avec un parcours de signes sociaux politiques. Sur le papier, les symboles se juxtaposent. Des symboles qui, à y regarder de plus près, racontent des histoires. Car c'est bel et bien un alphabet qu'a créé Jacques Villeglé dans la deuxième partie de sa carrière. Nous sommes en 1969 et celui que l'on surnomme le père des graffeurs, membre fondateur du nouveau réalisme, trouve une fois encore dans la rue ce qui va fonder son alphabet socio-politique. La genèse de cet alphabet, elle commence tout simplement un matin de 1969 lors de la visite de Richard Nixon, le président des États-Unis à l'époque au général de Gaulle, donc également président de la France. Et Jacques Villeglé remarque dans le métro une inscription particulière, un Nixon, mais un Nixon qui est, si vous voulez, noté à partir de tags. Je vous montre ici l'inscription qu'il y avait dans le métro. Et donc, on retrouve ces lettres dans son alphabet, que vous pouvez voir ici. Donc, le N qui est composé des 3 flèches socialistes, le I, on peut remarquer ici, qu'on connaît bien dans la région, c'est donc la croix de Lorraine, le O, donc, avec une croix celtique à l'intérieur, le X, une croix gammée, et donc à nouveau, les 3 flèches socialistes pour faire le N. Comme un alphabet, c'est un système de référence, on peut éventuellement jouer sur ces références. Si vous connaissez la comédie humaine de Balzac, eh bien, quand vous viendrez visiter cette exposition, vous allez vous dire c'est un peu la comédie urbaine qui s'exprime ici avec Jacques Villeglé. Si vous avez déjà visionné La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, eh bien, vous comprendrez que la démarche de l'artiste, c'est d'une certaine façon d'amener la rue vers l'art. Au fil de l'exposition, première rétrospective de l'artiste depuis sa disparition, une 50aine d'œuvres sur papier se succèdent, mais aussi des sculptures où les mots « star » et « art » se côtoient, tandis qu'un « yes » fait écho au monde de la finance. Vous remarquerez le Y qui est en fait une référence au yen, le E à l'euro et le S au dollar. Alors est-ce que c'est une critique, une façon de montrer un petit peu le système économique, dans la façon dont il s'est développé dans notre société? Peut-être. En tout cas, voilà. L'idée de Jacques Villeglé, c'est d'être le témoin, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, le témoin d'une époque, un peu un archéologue des temps modernes, et d'utiliser, si vous voulez, une réalité collective, celle de la rue, et la mettre donc dans les musées. Ce qui explique la présence de symboles religieux ou politiques que Jacques Villeglé confronte dans ce qu'il appelait une guérilla des signes, afin de révéler la violence qui encombre nos mémoires, mais surtout afin de se faire le témoin de notre époque, des signes qui parfois s'oublient pour ne devenir que poésie. Alors, ce qui est aussi assez important dans sa démarche, c'est de dire que, d'une certaine façon, savoir écrire, c'est savoir dessiner. D'ailleurs, en grec, le mot graphein veut dire à la fois écrire
et peindre. Donc on revient un petit peu à cette étymologie originelle. Transformer les symboles, l'écrit en images et nous offrir une nouvelle façon de lire, d'appréhender le monde, voilà ce que recherchait aussi Jacques Villeglé, qui nous laisse aujourd'hui des œuvres composées de mots et d'aphorismes dans lesquels nous n'avons pas fini de nous perdre. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 décembre, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h au château de Courcelles de Montigny-les-Metz. Intéressons-nous à présent à une danseuse et chorégraphe dont la carrière est en pleine ascension. Je veux parler de Sarah Balzinger. La jeune femme était en résidence à l'Arsenal de Metz dans le cadre de la création de sa dernière pièce, Vénus anatomique. C'est là que je l'ai rencontrée pour tout savoir de son parcours et de cette œuvre féministe. Sarah Balzinger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Tu es artiste chorégraphique. C'est ainsi, je crois, que tu aimes te définir. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, tu as collaboré avec des grandes compagnies en Europe, à la fois à Londres, en Espagne, en Angleterre, au Luxembourg, en France. Tu as monté ta propre compagnie également, avec laquelle tu as déjà réalisé plusieurs projets, de belles créations qui ont connu déjà un beau succès, deux beaux succès, de Furie jusqu'au Rouge est une couleur froide. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que tu es en résidence à l'Arsenal de Metz, dans le cadre de la création Vénus anatomique. Alors on va en parler dans quelques instants, mais avant cela, j'ai envie de revenir aux fondamentaux, à la danse. À quoi ça sert la danse pour toi ? Si je peux juste répondre, pour moi-même, je crois que la danse, pour moi, elle a été salvatrice et je crois que c'est un outil merveilleux pour parler de soi de manière indirecte. Et puis bon, c'est l'art du corps, donc c'est l'art du mouvement, c'est l'art du changement, de la transformation. Et puis je trouve que c'est un outil qui est assez fabuleux pour pouvoir raconter des histoires de manière fantastique, différente, absurde, poétique, brutale. Enfin, voilà, je pense que moi, c'est ça que j'aime dans la danse, c'est que le mouvement, ça a un pouvoir que parfois les mots n'ont pas. Et je crois qu'on peut transmettre pas mal de choses avec le corps en mouvement. Et c'est ça qui me plaît le plus, je crois. Pour autant, ce qui est assez drôle, c'est qu'au regard de ton parcours, tu aurais pu être avocate ou procureur. Finalement, la danse t'a remis dans le droit chemin. En fait, très jeune, j'ai voulu faire des études de droit. Ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, de mes 15 ans à mes 17 ans, j'ai fait des sortes de petits stages chez l'avocate qui avait fait divorcer mes parents. En fait, je pense que j'ai toujours eu cette espèce d'envie de m'emparer de quelque chose, de défendre quelque chose, de dire quelque chose. Et en fait, je le fais artistiquement aujourd'hui. Donc, il y a quand même un lien... Tu es la grande avocate de la danse. Ouais, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a envie de bousculer un peu les codes. Et ça se retrouve. J'ai évoqué tes différentes collaborations jusque-là avec, dans différents pays, en Espagne, etc. Mais il se trouve que tu as eu très vite aussi envie de monter ta compagnie. C'était justement parce que, comme tu le disais, il y avait envie de dire des choses, de défendre des choses, et notamment peut-être aussi de parler de ce monde que tu considères être en désordre. C'est ça ? Le désir de création, il est arrivé très très jeune. Je devais avoir 19 ou 20 ans. Je pense que très rapidement, même à cet âge-là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un peu du laboratoire de création. Et je pense que plus que monter ma compagnie, c'était de créer que je voulais. Je pense qu'il y a plein de manières de créer aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien l'appellation artiste chorégraphique, parce que je pense qu'aujourd'hui, juste dire qu'on est chorégraphe ou danseur, pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense qu'en fait, on est tellement de choses quand on fait ces métiers-là, on a tellement de casquettes. C'est comme un peu la question du terme interdisciplinaire. Aujourd'hui, tout l'est, en fait, entre guillemets. Et je pense que je me considère comme une artiste qui travaille autour du mouvement. Oui. Et c'est-à-dire qu'effectivement, tu n'hésites pas à jouer aussi bien du cinéma, de la vidéo, de tous les arts. Ah oui, vraiment. En fait, tous les outils qui vont servir au propos du projet qu'on va monter sont, enfin, si c'est nécessaire, dramaturgiquement, on va les employer, en fait. Et la danse reste l'outil principal, mais oui, c'est un outil pour moi.
Qu'est-ce que tu as voulu nous dire jusque-là avec les différentes créations que tu as abordées? Alors rapidement, parce Ouais. qu'on va surtout s'intéresser à Vénus anatomique, Mhm. mais par exemple de Fury, justement, je disais, le rouge est une couleur froide. Ouais. Globalement, quelles sont les thématiques qui se dégagent peut-être de ton travail? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer une écriture autour du corps marionnettique. Et ça s'inscrit de plus en plus. Au début, c'était là sans vraiment le conscientiser. Et de plus en plus, en fait, ça s'est vraiment imposé comme quelque chose de, même de l'ordre peut-être d'une signature, en fait, et quelque chose que je développe. Il y a plein de choses que je pose comme question de plus en plus au sein des créations. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps à sa disposition? Et que ce soit son propre corps ou le corps de l'autre. Et pour moi, c'est une métaphore intéressante pour parler du monde dans lequel on évolue. Alors venons-en à ce qui m'amène ici aujourd'hui, Vénus anatomique, nouvelle création. Une création dans laquelle la femme, le féminin, est au cœur, et sa représentation. Ça a été quoi le point de départ pour toi? Alors le point de départ, ça a été l'envie de travailler autour du féminin et je pense que je suis arrivée aussi à un stade de mon évolution personnelle et artistique où j'avais en fait envie de venir un peu parler de ce corps qui m'habite, qui me porte, qui est mon enveloppe, mais enfin, qui est aussi une sorte de maison avec laquelle j'évolue au quotidien. En fait, j'avais vraiment envie de parler de ça, en fait, dans Vénus anatomique, de ce que c'est que d'avoir un corps féminin. Oui. Et tout ce qui en découle aussi, du regard qu'on porte aussi sur C'est ça, il y a beaucoup les l'enjeu femmes, de la représentation. la représentation, et, l'image. C'est ça, et je crois que ce que j'avais surtout envie d'évoquer, c'est la question de la confiscation de nos corps de femmes. La dépossession de nos corps de femmes. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on a fait la découverte des Vénus anatomiques. C'est quoi les Vénus anatomiques? Alors les Vénus anatomiques sont des modèles en cire de femmes grandeur nature. En fait, elles ont un rôle un peu spécifique, c'est-à-dire qu'elles sont là pour enseigner sur le système reproductif. Mais il y a une ambivalence en fait, c'est-à-dire qu'elles sont mises en scène dans de façon un peu particulière. Habillées, finalement. Elles sont portent pas des colliers. habillées. Non, elles portent des colliers. En fait, elles ont juste un collier de perles, mais Juste un elles collier sont de perles, nues. c'est ça. Elles ont des cheveux très longs, blond châtain. Elles sont positionnées de façon très sculpturale. En fait, elles incarnent un peu la Vénus de Botticelli, en fait. Alors qu'on les ouvre pour les disséquer. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose à cet endroit-là qui est un peu antinomique. Oui, qui interpelle. Ouais, qui interpelle, vraiment. C'est assez fascinant parce qu'elles sont ambivalentes en fait dans ce qu'elles représentent, dans ce qu'elles racontent. C'est morbide, mais en même temps c'est érotique, c'est biblique. Donc il y a vraiment plein de lectures qui sont intéressantes à faire. Pour moi, ça représente une lutte très importante de réappropriation de son corps. Donc, surtout en tant que femme, bien sûr, mais ça peut être important pour tout le monde, en fait, de choisir comment on veut s'identifier dans cette vie et pas de suivre quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur ou par la société ou par l'histoire. Guillaume essaie de créer un contrepoint musicalement, un vrai contrepoint. Tu parlais de nous en parlant de ton travail. C'est parce que notamment, tu collabores avec Isaiah sur quasiment tous tes projets. En quoi cette collaboration elle est fondamentale? Comment vous bossez tous les deux? On a une vraie connexion artistique sur plein d'enjeux, en fait, sur que ce soit des enjeux dramaturgiques, sur ce qu'on a envie de raconter, sur les emplois dans l'écriture des corps, que ce soit sur des enjeux esthétiques. Il y a plein de choses qui nous relient. Et c'est vrai que, en fait, Isaiah, à l'endroit où il se trouve dans Vénus, il est vraiment co-créateur avec moi. Il vient aussi superviser, apporter un regard différent aussi, parfois du mien. Et ça vient vraiment nourrir toute la recherche, tout le travail de création. Et j'ai ce rôle aussi dans les projets que lui initie.
Comme j'ai fait aussi mon école dans une école d'art plastique, et après j'ai fait 4 ans art plastique, 4 ans de la danse et 4 ans dans le film. Du coup, j'ai une expérience où je mélange aussi beaucoup de différentes disciplines moi-même, et où beaucoup sur le plateau, je danse aussi. Et c'est assez évident que la collaboration avec Sarah se fait et on se comprend vraiment dans cet endroit-là. J'aime beaucoup comment la danse est utilisée dans le travail de Sarah parce que c'est utilisé comme un outil fonctionnel et pas un outil esthétique. La danse, il y a toujours une conséquence dans le corps, une conséquence dans l'espace et c'est un vrai outil qui permet à raconter son histoire. Et il y a cette collaboration avec Isaiah et puis finalement il y a une collaboration avec tous les autres, aussi bien les techniciens, je pense aux petites mains et bien évidemment les danseuses. Sarah Balzinger, c'est pas juste Sarah Balzinger, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, main dans la main, comme une famille. Ouais. On co-crée tous ensemble de façon assez collégiale et que ce soit avec les interprètes au plateau qui ont une vraie, une vraie place en fait dans le processus chorégraphique parce que comme je l'ai expliqué, on parle aussi beaucoup de l'improvisation. Et aussi avec toutes les personnes qui entourent le projet, que ce soit Amandine Truffy qui est dramaturge, Manon Terranova qui est scénographe, Thibaut Dubourg, le créateur lumière, Guillaume Julien à la musique, Manuela Benaïm au plastron, Alexandra Joly qui fait de la recherche documentaire. Enfin voilà, en fait mais bon, c'est une équipe qui s'est construite aussi avec le temps. Vénus Anatomique, c'est pas parce que là on en est au début quelque part de la création, mais en fait, c'est un projet qu'on réfléchit depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu le temps de les embarquer avec nous ces personnes dans l'aventure. Avec du temps et du cœur. Avec du temps et du cœur. Je sens qu'il y a vraiment un suivi que j'ai pas forcément connu, humain, et aussi dans la danse. Dès qu'on a des blocages, il y a une possibilité pour le rendre ludique et l'amener comme dans un jeu en fait. Elle a des méthodes de travail pour nous emmener dans sa direction, mais en même temps en nous donnant une confiance et qu'on soit OK en fait avec ce lâcher, on va dire, ce lâcher prise qu'on essaye de trouver chacune d'entre nous. Si je te demande maintenant de convaincre les téléspectateurs de venir voir Vénus Anatomique, qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu leur vends cette création? Ça va être fou. Ouais. Ça va être beau et ça va être brutal. Et ça va être intense. Et en fait, j'espère qu'ils vont voyager en fait. Dans une interview, je disais que tu dis ne plus avoir peur d'être une personne de désordre et d'émotion. Ouais. C'est le cas. Et puis c'est le cas finalement aussi de tes créations, des créations de désordre et d'émotion. C'est ça. Ah ouais, je crois que c'est vraiment ça, la créa. Il y a du désordre, c'est vivant, c'est brutal, c'est présent. Et je crois qu'au final, c'est tout ce qu'on est. On met beaucoup d'énergie à le cacher, mais en fait, on est tous un peu ça, quoi. Donc, non. Bon. En tout cas, on sera présent pour aller voir Vénus Anatomique. Et puis, on va aller faire un tour sur ton site pour pouvoir suivre ton actualité de près, ne rien manquer de toutes tes créations. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Et notez que vous pourrez découvrir la création Vénus Anatomique les 5 et 6 décembre au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, mais aussi le 18 janvier à l'Arsenal de Metz. Réservez vite vos places. Le temps passe et je suis sûre que vous avez déjà dévoré tous les livres conseillés par les libraires indépendants auxquels je rends visite régulièrement. Aussi, je vous propose de retrouver tout de suite Virginie de chez Autour du Monde à Metz. Elle a craqué sur le dernier roman de Laurent Binet. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du livre de Laurent Binet, Perspective, sorti donc en cette rentrée littéraire aux éditions Grasset. Et ce qu'on connaît de l'écriture de Laurent Binet, c'est qu'à chaque roman, il se renouvelle. Et pour Perspective, là, sa documentation prend toute son ampleur parce qu'il nous offre un roman historique, il nous offre un polar et c'est un roman épistolaire.
Pour situer l'histoire, on pourrait presque le présenter comme un jeu de Cluedo. On est à Florence, milieu du XVIe siècle. Le peintre Pontormo est retrouvé mort au pied des fresques sur lesquelles il était en train de travailler. Un détail, une des fresques a été retouchée. Et donc nous avons un mort, un lieu et une situation à Florence et dans toute l'Europe très très tendue. Cosimo de Médicis demande à Giorgio Vasari d'enquêter très discrètement sur la mort de Pontormo. Et Vasari, le célèbre Vasari, historien de l'art, artiste, va choisir comme consultant ne serait-ce que Michel-Ange. Voilà pour la situation. Donc là, nous avons 176, je crois, lettres de tous les protagonistes. Alors ça se lit avec un délice évident et c'est surtout la mise en perspective de l'histoire, de l'intrigue. Donc là, on est vraiment dans le polar, mais c'est également un retour sur ce grand moment qui a marqué l'histoire de l'art, qui a marqué notre rapport à l'art aujourd'hui, c'est la représentation de la réalité. Et Laurent Binet joue de cette représentation. Et à un moment, il y a une lettre de Vasari qui est magnifique parce que c'est une mise en abîme de l'invention, de la perspective, alliée à cette réalité, à cette tension du polar. À lire, mais vraiment, il ne faut pas passer à côté, c'est un délice, c'est un pur délice. Convaincu? Eh bien vous savez quoi faire, poussez les portes de la librairie Autour du Monde à Metz ou celles de toutes les bonnes librairies indépendantes qu'il est important de soutenir. Et clôturons cette boîte à malice en musique avec l'auteur-compositeur-interprète Edouard, qui officie dans de nombreuses formations mais qui a décidé aujourd'hui de se lancer en solo. Son registre, les musiques actuelles ou plutôt le Mundart Pop. Je vous laisse avec lui afin d'en savoir plus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Allez, bye bye. Je suis Edouard Heilbronn, auteur, compositeur, interprète, et ça fait une dizaine d'années que je suis musicien professionnel. Je joue avec différents groupes, notamment Lucia de Carvalho, avec qui je coporte son projet, et je démarre mon projet perso, qui se nomme Edvor, qui est un projet de musique actuelle, chanté en alsacien. J'ai envie de dire même Mundart Pop. Mundart, c'est le mot allemand qui veut dire dialecte, et si on le dissèque, Mund c'est la bouche et art c'est l'art, quoi. Donc l'art de la bouche, voilà. Et puis un peu pop parce qu'il y a le côté justement actuel. Ich bin schon dreht einem Time gesehen. Ich gehe mit Nord wo bist. Wie witzel ist dann noch et am Verstand singen. L'idée de chanter en alsacien, c'est vraiment de casser un peu ces préjugés qu'on a sur la langue alsacienne, qui date du sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce que le nazisme a fait de mal en fait, à toute la culture germanique, quoi. Et donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de casser un peu les préjugés et de nouveau d'être fier de nos traditions, de ce qu'on a, et justement de ne pas les perdre, quoi. J'avais fait un tour du monde pendant 3 ans un peu, et c'est quelque part entre le Chili et le Brésil, au contact de ces cultures, où j'avais vu que les gens là-bas sont très fiers de leur culture, de leur tradition, et justement des jeunes artistes aussi qui de nos jours mélangent les musiques qu'on dit actuelles, modernes, qu'on écoute tous les jours, et les traditions, les rythmes traditionnels. Donc ils arrivent à mélanger ça tout simplement en fait, et sans préjugés, sans trop se poser de questions. Et donc c'est un peu ça l'idée aussi. Du kommst schon gespielst mit unsere Joren, du trommelst unser Satz, ich geht mir nicht hever, Kontrapunkt für 2, das Spiel ist kommen. La chanson Zortigraft, c'est une force douce. Ça parle un peu de ce que la musique peut nous faire en fait, les émotions et la manière, peut-être la relation qu'on peut avoir avec la musique. Beaucoup de gens disent que
qui ne se verraient pas, pourraient pas vivre sans écouter de musique. Et donc voilà, ça part un peu de cette thématique-là. Ça part toujours d'une idée, un peu on va dire, un concept de quelque chose, de mélanger quelque chose avec quelque chose d'autre, vraiment de chercher la poésie d'un moment, quoi. Et puis après, d'écrire le texte. Et après, j'ai toujours un peu une bibliothèque d'idées musicales que j'enregistre au fur et à mesure quand ça vient. Et donc après, je consulte un peu ça et je vois ce qui pourrait bien coller avec l'ambiance du texte. Et puis voilà, après, on développe, on arrange. Leut nicht rechts, leut nicht links, für ihn sind mir dumms Gedings. Wie mir het arte Gräse wohn, leut euch kümmer bei mir. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.